Bienvenue. Donc, bienvenue pour cette première table ronde sur l'innovation médicale vers un nouveau champ des possibles. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Armelle Vincent. Vous êtes donc présidente de l'association ASAP for Children. Nous avons également avec nous Monsieur Bernard Delcourt. Donc, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association française des malades du myélome multiple. Et donc, nous retrouvons le professeur David Geneviève, chef du service donc, de génétique clinique et du département de génétique médicale, maladies rares et médecine personnalisée au CHU de Montpellier et dans une unité INSERM, ainsi donc que monsieur Dirk van der Minsbrugge, donc nous venons d'écouter, donc qui est vice-président médical des maladies rares de Pfizer International. Armelle Vincent, je me tourne vers vous. Donc vous avez créé l'association en 2019, donc suite au diagnostic de SMA-PME chez votre fille Calixte. Donc votre association porte le développement d'innovation médicale et c'est une course contre la montre qui est engagée. Comment est-ce qu'il est possible d'innover dans une situation d'urgence ? Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, comme vous le disiez, donc notre association est née comme beaucoup d'associations d'un diagnostic. Nous, en l'occurrence, c'était celui d'une SMA-PME qui, en 3 mots, en fait, c'est une maladie neurodégénérative d'origine génétique extrêmement rare. Donc, ce diagnostic, je l'ai personnellement vécu pour ma fille Calixte après 2 ans d'errance diagnostique. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été sur le moment un véritable cauchemar, dans la mesure où il n'y avait pas de traitement existant ni en cours de développement et que l'espérance de vie des enfants qui sont touchés par cette maladie est de l'ordre de 15 ans à compter de la naissance. Donc, c'était il y a à peu près 3 ans et à l'époque, notre fille était âgée d'une dizaine d'années. Donc voilà, donc partant de ce constat, il a fallu qu'on réagisse très vite et surtout ne pas paniquer car on avait bien conscience que le temps nous était compté. Donc on a très rapidement décidé de refuser la fatalité, de fermer les yeux sur notre peur et notre douleur et de remplacer le mot problème par le mot solution, le mot malchance par chance, parce qu'en fait, une chance, on avait la chance, l'immense chance en fait, de connaître le gène qui était responsable de cette maladie et puis de vivre aussi à une époque où la recherche médicale vit une période révolutionnaire, notamment grâce à la thérapie génique. Donc, on est parti du postulat qu'on avait les outils pour guérir cette maladie et qu'il fallait nous en saisir. Donc, très humblement, clairement, ça n'est pas nous qui innovons. Nous ne sommes que des parents qui ne veulent pas être spectateurs de la maladie de leur enfant, mais acteurs de sa guérison. On n'est pas médecin, on n'est pas chercheur, mais on peut et on doit se donner les moyens de faire accéder nos enfants le plus rapidement possible à un traitement. Donc pour cela, en fait, on peut se définir un peu comme des facilitateurs d'innovation. Donc la première chose qu'on a fait, on a organisé un colloque 6 mois après le diagnostic. C'était un colloque sur 2 jours, un colloque international avec une première journée académique où on a réuni une trentaine de médecins, de chercheurs de France, mais également du monde entier pour partager, pour échanger, à partir de leurs discussions, identifier et évaluer l'ensemble des solutions possibles. On a évoqué l'enzymothérapie, la greffe de moelle osseuse, bien entendu la thérapie génique. Et lors de la 2e journée de ce colloque, là, c'était une journée qu'on peut qualifier de plus grand public, puisqu'en fait, on avait à la fois convié des familles qui étaient concernées par la SMA-PME, qui étaient venues des États-Unis, de Grèce, et puis on avait également des acteurs comme l'Agence nationale du médicament, des éthiciens, des personnalités politiques. Et l'idée, c'était vraiment de bien comprendre les process administratifs et les questions éthiques qui peuvent être soulevées par l'innovation et puis aussi par cette contrainte de temps que nous avons. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir ensuite anticiper et essayer d'aplanir les contraintes que nous avions à notre connaissance. Ça a été aussi l'occasion donc d'échanger avec d'autres associations et puis, comme je le disais précédemment, donc de rencontrer des familles, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire profiter au plus grand nombre l'ensemble de nos démarches.
Donc, ce qu'on sait également, c'est que voilà, le développement d'un traitement innovant, comme celui d'un traitement de thérapie génique, ça prend du temps et clairement, le temps n'est pas extensible. Donc, il faut absolument capitaliser sur les innovations passées et effectivement, comme cela a été évoqué juste avant, capitaliser aussi sur les process, hein, en s'inspirant notamment de ce qui a été fait dans le cadre du Covid, avec justement une rapidité de développement des vaccins avec ARN messager, sans compromis de qualité, et cette rapidité de développement et puis aussi d'autorisation de mise sur le marché, elle est aujourd'hui très inspirante et nous souhaitons effectivement faire en sorte que ce type de process puisse être accessible également dans des traitements de thérapie génique pour des maladies rares. Parallèlement, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on s'est également retourné vers le repositionnement moléculaire. L'idée, c'est que la thérapie génique, l'objectif, c'est vraiment de guérir, mais comme ça prend quand même un minimum de temps pour patienter, pour essayer de freiner l'évolution de la maladie, on a screené plusieurs milliers de molécules qui aujourd'hui ont des autorisations de mise sur le marché pour d'autres maladies. Et l'idée, c'était essayer d'en identifier qui pouvaient potentiellement avoir un impact positif sur la SMA-PME pour voilà, essayer de gagner un peu du temps dans cette course contre la montre. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore fini ce protocole, mais toujours est-il qu'on a quand même identifié des premières molécules que des enfants ont commencé à tester assez récemment. Alors, bien entendu, on n'a pas encore de résultats ni publiables, ni très, enfin voilà, en tout cas de manière empirique. On a le sentiment en tout cas que du côté d'une des petites filles atteintes d'une SMA-PME, il y a un effet qui semble assez positif, en tout cas du côté du vécu des parents. Donc ça, c'est déjà un premier élément, même si c'est tout petit, qui nous conforte en tout cas dans cette idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et puis faire en sorte de freiner l'évolution de la maladie. Et puis enfin, dans le traitement d'un traitement innovant, comme nous le savons tous, ça coûte de l'argent et c'est très clairement un frein qui est exacerbé par la rareté de la maladie. Donc, du coup, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de collecter des fonds pour contribuer au financement de ce traitement, enlever un peu ce frein, enfin en tout cas essayer de l'alléger dans l'esprit des équipes qui travaillent sur le développement de ce traitement. Et puis parallèlement, pour collecter des fonds, c'est aussi faire accepter la rareté de cette maladie, la rareté, enfin même d'une manière plus large, des maladies rares, puisque c'est vrai que ce mot maladie rare, il n'est pas toujours très projectif et on se dit souvent, tant qu'on n'est pas concerné, que cela n'arrive qu'aux autres. Et puis en fait, voilà, un jour ça nous tombe dessus et on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres et que c'est important de sensibiliser sur ces maladies parce qu'elles font également avancer la recherche sur d'autres maladies qui peuvent survenir de manière beaucoup plus large. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que voilà, l'innovation pour nous, c'est notre seule solution pour guérir les enfants atteints d'une SMA-PME. On en a vraiment besoin à très court terme pour leur permettre de vivre et d'avoir un avenir. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'innovation, c'est aussi de l'intelligence collective. C'est capitaliser sur les innovations passées, les innovations futures, et que en fait, l'innovation, c'est vraiment notre avenir à tous. Voilà, pour ma petite expérience que j'ai partagée avec vous. Merci beaucoup Armelle Vincent pour ce très beau partage et moi je retiens effectivement que vous êtes des facilitateurs d'innovation. Bernard Delcourt, je me tourne vers vous, donc l'association française des malades du myélome multiple est elle aussi engagée dans une course contre la montre, donc pour vaincre cette maladie de la moelle osseuse, pour renforcer l'accès à l'innovation et rendre disponibles les traitements. Donc là aussi en quelques minutes, est-ce que vous pouvez partager donc ce qu'est votre combat?
Bon, merci. Bonjour à tous et merci à Armelle pour son témoignage, parce que c'est vrai que lorsqu'on est confronté à une maladie rare, on évolue dans un contexte d'urgence et on est dans une course contre la montre. Alors moi, je représente donc les malades du myélome multiple, un cancer rare de la moelle osseuse. On dénombre toutefois quand même 5000 nouveaux diagnostics chaque année, avec des patients qui ont plutôt un âge moyen de 70 ans, mais ce qui ne signifie pas pour autant que des patients jeunes soient confrontés à cette maladie. Une maladie qui est aujourd'hui non curable, donc ce qui signifie qu'une majorité de patients restent confrontés à des rechutes plus ou moins régulières, même s'il faut dire que le contexte, je dirais, thérapeutique a fortement évolué ces 15 dernières années. Voilà, et qu'aujourd'hui, je dirais, certains patients bénéficient quasiment d'une guérison fonctionnelle, c'est-à-dire de survie avant nouvelle progression de la maladie relativement longue. Alors, si je me remémore donc l'époque de la création de l'association, en 2007, une création de l'association par une vingtaine de malades et de proches, encouragée donc par l'intergroupe francophone du myélome avec qui nous travaillons vraiment très fortement, parce que s'ils sont porteurs de la recherche sur le myélome multiple et sans leur travail, leur engagement, nous ne serions pas dans la situation actuelle d'aujourd'hui. Voilà, nous avons créé donc cette association qui a pour plusieurs objectifs, donc d'apporter une information, je dirais, claire aux patients, de leur permettre de vivre des parcours pédagogiques au travers des journées nationales d'information, du MOOC qui est mis en place maintenant depuis 5 ans, mais aussi donc un engagement pour nous de favoriser, d'encourager bien sûr la recherche à tous ces niveaux, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche clinique, hein, et également, enfin, de représenter les patients auprès des autorités de santé. Voilà. Parce que, voilà, vous verrez que mon témoignage montre qu'il faut être un aiguillon en permanence auprès des autorités de santé pour tenter d'accélérer l'arrivée des innovations thérapeutiques. Alors, si je regarde le paysage des années 2007, moi-même, j'ai été diagnostiqué donc en 2008. Et ben, je veux dire, il y avait que le choix d'un traitement qui n'a pas fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, je suis en capacité de vous parler aujourd'hui parce que j'ai bénéficié en deuxième ligne d'une innovation thérapeutique. Voilà. Et aujourd'hui, quand je regarde la situation, donc 13 ans après, il y a eu dans chaque famille de médicaments, on dispose de 3 médicaments différents. Voilà, ce qui permet de proposer à chaque malade un traitement qui est de plus en plus adapté à sa situation. Pour autant, je dirais, la situation d'urgence reste toujours d'actualité, puisque pour à peu près 20% des patients concernés par un myélome multiple, ils se trouvent réfractaires, non répondants à l'ensemble des traitements qui sont disponibles aujourd'hui, donc avec pour chacun d'eux une espérance de vie très limitée. Voilà. Et donc, pour nous, Association française des malades du myélome multiple, il est essentiel de continuer à encourager cette recherche, cette innovation, mais je dirais aussi de l'envisager sous forme de rupture avec l'existant, parce que c'est vrai que les progrès qui ont été observés depuis maintenant 10 ans, 15 ans, sont des progrès incrémentaux. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel essai clinique, on a gagné quelques mois, une année, petite année sur l'espérance de vie avant nouvelle progression de la maladie. Sur la survie globale, c'est parfois plus difficile à apprécier. Mais voilà, 20% des malades restent sans situation, sans solution. Et ça, c'est pour nous, si vous voulez, un combat de tous les jours. Et on se félicite aujourd'hui de voir le développement de nouvelles approches thérapeutiques que les CAR-T-cells. Mais voilà, on s'aperçoit que ces essais cliniques ne peuvent plus être menés de la même façon que ceux qui ont été menés auparavant pour développer des médicaments que je n'ai pas osé qualifier de traditionnels, mais quand même, on était dans une certaine continuité. Aujourd'hui, on est face à une rupture. Et donc ça signifie qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles approches méthodologiques, voilà, d'engager des réflexions. J'ai beaucoup aimé, je dirais, les interventions d'un précédent orateur qui a évoqué la surréglementation française, qui pour nous interpelle, et la nécessité de mettre en place une régulation positive. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est un des combats aujourd'hui de la F3M. Et on est plein d'espoir pour faire en sorte que d'ici quelques années, ce ne soit pas non plus que quelques 30% des malades qui ont bénéficié de l'innovation, mais que ce soit 100% des malades qui bénéficient de l'innovation. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci à vous. Et effectivement, on peut, avec vous, formuler le souhait que 100% des malades bénéficient de l'innovation. Professeur David Geneviève, je me tourne vers vous. J'ai bien évidemment vous demander de bien vouloir réagir à ces deux témoignages et aussi peut-être vous demander comment est-ce qu'il est possible de mieux accompagner ces personnes malades aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci Armel et puis la personne qui a présenté Bernard. Qui était Bernard, oui. Merci pour ces présentations parce que on est complètement dans la réalité. La réalité, c'est que les associations de personnes malades secouent le cocotier et elles ont bien raison parce que on peut être pris dans des tas de tourmentes divers et variés, administratifs et autres, alors que notre mission principale, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont malades et pour faire partie de plusieurs associations de personnes malades. Il est vrai que quand on doute, quand on ne sait plus trop comment aller, on a un cap, on a vraiment une direction à avoir qui est d'aider toutes ces personnes qui sont en difficulté. Et on a bien vu les spécificités des maladies rares et des difficultés que ces personnes ont. Le premier, c'est vraiment l'accès au diagnostic et c'est la base. Et pourtant, cet accès au diagnostic, même s'il est grandement amélioré avec le séquençage de génome, connaît encore des difficultés. Aujourd'hui, si je fais un génome, je n'ai pas le droit d'avoir accès à toutes mes données. Et il y a une réglementation qu'il faudrait peut-être changer, en tout cas demander l'avis aux personnes malades. Cette innovation thérapeutique, elle passe bien évidemment par l'identification en France, en Europe et à travers le monde de plusieurs personnes atteintes de la même maladie rare. Et ça rend très compliqué, en fait, tous les essais thérapeutiques qui prennent des échelles maintenant vraiment mondiales. Et ça, c'est vraiment un élément qui est compliqué. Et on peut souligner les efforts de la France avec les 3 plans maladies rares et la possibilité de pouvoir identifier assez facilement, finalement, en France, le nombre de personnes qui sont atteintes de maladies rares, même si, bien évidemment, avant d'arriver à ça, il faut arriver au bon guichet, au bon centre de référence et avoir le bon diagnostic. Et je retiens le fait qu'on a besoin de faire bouger les lignes auprès des politiques de santé, et ce n'est pas le corps médical qui arrive. C'est étrange de dire ça, mais on n'est pas vraiment tant écouté que ça. Et si je prends les modifications de la législation en France, en particulier sur le diagnostic prénatal, qui permet d'avoir une innovation thérapeutique par rapport à l'amyotrophie spinale infantile, c'est clairement les associations de personnes malades qui ont fait bouger les lignes et pas trop le professionnel de santé. Donc, ce besoin d'être à un niveau international doit faire en sorte qu'on doit finalement remonter notre niveau d'exigence et notre capacité de pouvoir avancer par rapport à la législation française telle qu'elle existe. Elle est très protectrice des personnes malades et il est vrai que il ne faut pas faire des examens génétiques sur Internet. Je pense que ça serait vraiment la dernière des bêtises à faire, pensant qu'on va accélérer le système. Et en réalité, non, on a besoin d'avoir un accompagnement. On ne peut pas être direct to consumer, c'est-à-dire directement par soi-même. Il faut un accompagnement avec des professionnels. Mais il est vrai qu'on doit écouter en fait la dimension extrêmement humaine des personnes atteintes de maladies rares et de maladies en général et les accompagner. Oui. Donc, je ne peux que rejoindre en fait le combat d'Armel et de Bernard et de toutes les autres personnes qui sont atteintes de maladies rares. Merci beaucoup, professeur, pour cette réaction. Monsieur van der Minzbrugge, je me tourne vers vous également. Que vous inspirent ces deux témoignages d'associations de patients et qu'est-ce qu'il est urgent, selon vous, de changer pour qu'on puisse mieux répondre à leurs attentes et à leurs espoirs? Merci pour la question. Ce que je retiens surtout, ce sont 2 mots. Ce sont l'urgence et la promesse. Et quand j'écoute les 2 témoignages, il faut bien se réaliser qu'actuellement, il y a à peu près 6 à 7 000 maladies rares. Et beaucoup de ces maladies rares sont influencées par un défaut génétique. Certaines de ces maladies sont ultra rarissimes, mais sont potentiellement aussi sont potentiellement aussi susceptibles à des approches thérapie génique. Donc pour moi, et c'est une réflexion personnelle, mais aussi une réflexion qu'on a au sein de la société, c'est de réfléchir comment peut-on adresser non seulement certaines maladies qui sont peut-être
moins rares que d'autres, mais surtout comment peut-on aussi adresser les besoins des patients qui ont des maladies rares qui sont parfois ultra rarissimes, sur lesquels il y a peut-être que 5 ou 10 patients en France, ou même moins, mais qui potentiellement sont aussi un cible potentiel pour tout ce qui est thérapie génique. Donc, comment peut-on travailler ensemble, comment peut-on développer un écosystème qui non seulement peut accueillir certaines maladies rares, certaines approches thérapeutiques pour certaines maladies rares, mais comment peut-on développer un écosystème qui permet aussi le développement accéléré pour certaines maladies rares qui sont ultra rarissimes et pour lesquelles il n'y a actuellement peut-être pas un écosystème ou un modèle qui permet de favoriser le développement de ces thérapies géniques qui peuvent aussi être utilisées pour ces maladies qui sont plutôt ultra rarissimes. Et une deuxième réflexion, c'est que la collaboration avec les patients et bien comprendre les besoins des patients et comment peut-on prendre les expériences du développement accéléré des vaccins reste extrêmement, comme a été évoqué, extrêmement inspirant pour certaines maladies rares et surtout les approches thérapeutiques. Très bien. Merci beaucoup pour cette réaction. Moi, peut-être avant de prendre les questions du public, j'aimerais faire un rapide tour de table pour vous demander, au-delà des 2 maladies rares dont nous venons effectivement de parler, est-ce que ces innovations, elles peuvent bénéficier à la recherche et à la mise au point de traitements pour d'autres maladies, qu'elles soient rares ou non? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez en tête, peut-être Armelle Vincent, si on reprend le tour de table? Moi, je pense que oui, parce que nous, on n'est pas du tout dans une démarche où en fait on réinvente tout et on capitalise justement sur ce qui a déjà été fait dans le passé et qui a abouti justement à des succès assez importants en thérapie génique. Moi, je vois quand même la thérapie génique comme un outil générique qu'ensuite on peut personnaliser avec justement le gène 5 correspondant à la mutation génétique de la maladie concernée. Alors je dis ça de manière très simple, mais l'idée c'est qu'à chaque fois en fait qu'on développe un nouveau traitement, on optimise en fait ce qui a été fait dans le passé et ça permet de faire avancer la recherche d'une manière beaucoup plus large, sachant que dans le cadre de la SMA-PME, on est sur une maladie qui a, en fait, c'est à la fois une double peine et un double intérêt scientifique. C'est qu'il y a une atteinte musculaire, en fait. SMA, c'est une amyotrophie spinale, donc il y a clairement donc une myopathie, mais il y a aussi une atteinte cérébrale qui s'exprime au travers de myoclonies, d'absence épileptique. Donc, si on réussit à guérir cette maladie, je pense que ça peut également faire avancer la recherche pour des maladies avec des atteintes cérébrales peut-être plus courantes, quoi. Merci beaucoup Bernard Delcourt. C'est aussi une position que vous partagez. Est-ce qu'il faut aussi peut-être favoriser le rapprochement entre deux maladies rares, ou est-ce que on oriente la recherche en disant qu'il faut aussi qu'elle profite à d'autres patients qui sont en souffrance? Oui, il faut rapprocher bien sûr tout ce qui peut être fait en matière de maladies rares, mais même beaucoup plus largement d'autres maladies non qualifiées comme rares. Par exemple, tout ce qui concerne les hémopathies malignes, tout ce qu'on peut développer actuellement dans le cadre de l'immunothérapie, ça concerne bien évidemment le myélome, mais aussi toute autre forme de maladie telle que le lymphome, les leucémies. Donc, je veux dire, on s'inscrit dans un contexte plus global de l'innovation médicale en général. Et ensuite, je dirais aussi, il y a aussi des problèmes spécifiques. Parce que quand vous voyez que les malades de myélome, ça peut concerner des personnes âgées de moins de 40 ans comme des personnes très âgées de plus de 80 ans. Bon, voilà, c'est donc des problématiques extrêmement différentes. Donc, pour les personnes très âgées, c'est
c'est peut-être abordé sous forme d'une désescalade thérapeutique. Est-ce qu'on a besoin de frapper aussi fort, si je peux me permettre l'expression, que pour un malade jeune? Voilà. Donc, vous voyez, sur tous les progrès de la médecine en général, on en bénéficie pour le myélome multiple, et tout ce qui peut être fait au travers de la recherche sur le myélome multiple peut bénéficier, je dirais, aux autres pathologies. Merci beaucoup, professeur David Geneviève. Là aussi, où est-ce qu'on en est, hein? Et est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de thérapies qui bénéficient à d'autres maladies rares? Alors, oui, tout à fait. Il faut savoir que, oui, bien sûr, toute la thérapie génique telle qu'on la connaît aujourd'hui est basée sur des travaux qui ont été faits au préalable pour les premières thérapies géniques qui ont existé, donc le développement des virus et toutes ces choses-là. Donc oui, c'est clair que il n'y a pas que la thérapie génique aussi, il y a les thérapies ciblées, hein, c'est le développement de molécules spécifiques pour telle ou telle maladie. Donc il y a clairement un moment très individuel qui correspond à décrypter les mécanismes de la maladie, et ça, c'est maladie rare par maladie rare, et après, effectivement, l'utilisation d'outils, on va dire, soit très spécifiques, soit développés pour une plus large communauté. On n'en a pas encore parlé, mais il y a une promesse qui risquera de beaucoup nous aider dans l'ère de la thérapie génique, voire épigénétique, c'est les CRISPR-Cas9, hein, puisque aujourd'hui les CRISPR-Cas9 ont grandement accéléré la recherche et on commence à voir arriver des premières thérapies géniques en utilisant ces nouveaux outils qui permettent une accélération massive de la thérapie. Donc, il y a encore des petits ajustements, des petits réglages à faire, mais clairement, c'est une vraie promesse et une vraie accélération du traitement pour les personnes avec maladies rares et au-delà. Très bien. En quelques secondes, CRISPR-Cas9, donc c'est les ciseaux génétiques, c'est ça, si je résume, si je caricature? Alors, on va caricaturer. Effectivement, c'est ces fameux ciseaux à ADN. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un prix Nobel d'il y a 1 an ou 2 ans peut-être maintenant avec Madame Charpentier et puis une autre collègue allemande qui était donc vraiment une nouvelle, une découverte absolument extraordinaire en se basant sur un système d'immunité spécifique des bactéries et en déployant cet outil pour l'humain. L'idée est quoi? L'idée est d'utiliser en fait une protéine qui est un petit guide qui va se mettre au niveau de l'ADN et une autre protéine qui va couper l'ADN. Donc, ça facilite en fait la possibilité de pouvoir insérer ce fameux gène médicament, en tout cas ce gène qui va permettre de traiter. Donc, c'est juste une version, on va dire, ordinaire, wild type, sauvage, normale du gène et qui va permettre de restaurer en fait ce qui n'était plus présent avec le gène qui contient les variations et qui donc n'est plus fonctionnel. Et donc, ça, c'est la première utilisation. Mais il y a une autre utilisation qui est en train d'arriver qui, elle, semble être vraiment très performante, qui est qu'on utilise cette protéine CRISPR avec son petit guide ADN. Mais par contre, là, on ne met pas Cas9, on ne coupe pas l'ADN. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met des facteurs protéiques sur ce CRISPR pour permettre de faire surexprimer un gène qui serait, lui, valide, mais pas en assez grande quantité. Tout notre ADN est en double exemplaire, j'ai un gène qui ne fonctionne plus, il ne me reste plus que 50%, je suis malade. Si je suis capable de dupliquer, d'augmenter l'activité de celui qui va bien, je ne serai plus malade. Et ça, c'est vraiment, ça semble être une promesse très intéressante avec des modèles animaux qui montrent qu'on est guéri. Merci beaucoup. Et peut-être aussi la même question, Monsieur Van der Mintzbrugge. Donc voilà, est-ce que ces innovations, elles peuvent bénéficier à plusieurs maladies rares ou voire même à des pathologies non rares? Comment est-ce que vous abordez ce sujet? Et c'est comme le professeur vient de mentionner, les progrès sont assez spectaculaires. Et les promesses, il y a plusieurs maladies. Il faut bien se réaliser, comme beaucoup de gens le savent, beaucoup de maladies rares sont influencées par un défaut génétique, même la majorité des maladies rares. Donc, avec les plateformes qu'on a actuellement, que ce soit gene transfer, que ce soit gene editing, que ce soit CRISPR-Cas9, que ce soit base editing, autres approches thérapeutiques, voire aussi l'ARN, les possibilités sont immenses. Et je crois qu'il est très... Et donc, il y a beaucoup de maladies rares qui puissent potentiellement bénéficier de ce type de traitement. Je crois que le challenge, si je peux m'exprimer comme ça,
c'est comment créer un écosystème qui permet la collaboration entre les différentes expertises qui existent, expertise académique, expertise pharmaceutique, expertise industrielle, mais aussi expertise au niveau des associations patients. Et donc, il est vraiment, je crois, non seulement temps, mais surtout une opportunité de regarder comment peut-on travailler ensemble au mieux pour pouvoir utiliser la technologie existante pour servir différents types de maladies rares qui sont d'origine génétique. Parce que de nouveau, les techniques sont là, la science est là, et je crois que ça nécessite une réflexion non seulement au niveau scientifique, comment accélérer le développement de certains médicaments, mais aussi une réflexion plutôt au niveau institutionnel, comment aussi faire en sorte qu'on puisse stimuler, qu'on puisse favoriser, qu'on puisse stimuler le développement des thérapies géniques pour adresser un multiple de types de maladies rares. Et je reviens au point, il y a beaucoup de maladies rares qui sont très ultra rarissimes, où la promesse est là aussi, mais où on n'a pas encore trouvé un modèle qui permet de favoriser et de pouvoir développer des médicaments qui puissent aussi adresser des maladies rares qui sont plutôt de façon ultra rarissime. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, je propose que l'on passe aux questions du public. Alors, peut-être une première question. Le stockage des données médicales doit-il être à la disposition des patients et de leurs associations? Je ne sais pas qui souhaite réagir. Peut-être une association et l'un de nos experts. Bernard Delcourt, si je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez par exemple pouvoir avoir accès à ces données médicales? Alors, on souhaite, si vous voulez, je ne sais pas si on souhaite avoir accès aux données médicales, mais on souhaite être associé à l'ensemble du processus. Voilà, avoir un droit de regard. Si vous voulez, lorsque les essais cliniques sont terminés, que les résultats sont évalués par les labos qui les ont développés, qui sont présentés dans les différents congrès, qui arrivent devant les autorités de santé françaises. Voilà, on nous consulte au dernier moment, si vous voulez, lorsque la commission de transparence, alors qu'on n'a pas été associé au développement réellement. Donc, je dirais, nous, ce qu'on demande et ce qu'on réclame, c'est qu'à minima, on connaisse les malades qui entrent dans un essai clinique, qu'on leur demande s'ils souhaitent être en lien avec nous, de façon que nous puissions les interroger sur le champ de compétences qui nous concerne, c'est-à-dire toujours mieux connaître leur expérience, leur vécu avec la maladie, de façon, je dirais, à pouvoir leur apporter un soutien, un accompagnement qui soit le plus adapté possible, et aussi nous permettre de répondre en toute connaissance de cause aux autorités de santé lorsque, au-delà des évaluations médicales qui sont présentées et pour lesquelles nous ne sommes pas a priori compétents, nous puissions, nous, apporter notre point de vue vis-à-vis de ces problèmes de vécu au quotidien avec la maladie. Et je dirais, je rajouterais quelque chose, je me félicite et je reviens sur l'intervention de Dick sur l'importance de croiser les expertises et je dirais pour nous, malades de myélome, l'importance d'une structure comme le CIRI, qui est un site intégré de recherche sur le cancer, celui de CIRI qui l'a de Nantes-Angers, qui travaille à la fois sur le myélome multiple, mais aussi le cancer du sein, et qui, je dirais, fait en sorte de faire travailler ensemble des gens qui sont travaillés en recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes de résistance qui sont observés chez certains malades, voilà, et qui travaillent jusqu'à travailler comment accompagner ces malades à l'issue de leur traitement pour qu'ils leur permettent de se réinsérer dans une vie professionnelle, dans une vie sociale normale. Donc voilà, c'est un exemple pour nous de collaboration très positive dans la mesure, si vous voulez, on est associé dans les boards par tous ces programmes de recherche. Merci beaucoup. C'est un peu ma réponse, mais je pense que vous avez réussi à l'intervention précédente. Très bien. Armelle Vincent, j'imagine que vous partagez ce qui vient d'être dit. J'ai peut-être aussi une autre question qui nous est posée, c'est quand est-ce que doivent intervenir les patients donc, dans l'évaluation de ces promesses thérapeutiques?
Est-ce que là aussi, un petit peu comme vient de le développer M. Delcourt, vous demandez à être beaucoup mieux associé, beaucoup plus interrogé et associé véritablement au suivi? Alors, c'est vrai que... Alors, nous, dans notre cas, on est dans le cas d'une maladie extrêmement rare, hein, puisque en France, il y a 4 enfants qui ont été diagnostiqués. On est en contact, donc presque quotidien avec les autres familles. En ce qui concerne les médecins, en fait, nous, on essaye de faire le lien. Et en ce qui concerne les équipes de chercheurs, on est souvent en fait dans une situation où en fait on doit signer des NDA. Justement pour garantir la confidentialité de nos échanges. Donc, on a accès à un certain nombre d'informations. Ensuite, je suis pas, voilà, on n'a pas accès à l'intégralité des informations. Mais c'est vrai que souvent, en fait, nous, on essaye de savoir, en fait, ces informations, on en a besoin aussi pour savoir là où on peut être utile, hein, là où on peut aider, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas la nécessité de tout connaître dans le détail parce que chacun a son expertise, fait son métier, mais dans la mesure où potentiellement on peut aider pour toujours dans cette contrainte de temps, en fait, on essaye assez régulièrement de faire des points avec les différentes équipes qui travaillent au développement d'un traitement ou qui travaillent sur le repositionnement moléculaire, quoi. Merci beaucoup. David, Geneviève, peut-être là aussi, qu'est-ce qu'il faudrait changer, hein, si je peux dire, dans ce parcours? À quel moment est-ce qu'on associe les patients en termes d'évaluation? Est-ce qu'on ne doit pas aussi s'intéresser davantage précisément à leur mode de vie, à leurs habitudes, à leur vie avec la maladie? Alors, si, complètement. Je pense que ce qu'il faut, c'est une co-construction en fait, des projets qu'on doit avoir ensemble. Ce qui est compliqué pour le monde médical, je vais vous donner mon expérience personnelle, parce que finalement, c'est celle-là que je connais le mieux, c'est de se rendre compte que finalement, l'apport qu'on peut faire pour les personnes malades, ça ne représente pas grand-chose dans leur vie. En tout cas, tant qu'il n'y a pas une thérapie définitive qui va guérir les personnes, mais en tout cas, dans cette co-construction et dans l'identification des besoins des personnes, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de l'hôpital et en dehors du médical, qui vont être cette qualité de vie, qui vont être d'autres éléments. On n'a pas parlé des maladies rares où il peut y avoir des difficultés d'apprentissage, mais elles sont nombreuses. Et là, clairement, on va rentrer dans comment accompagner les enfants à l'école avec une maladie rare et comment apporter des solutions pour compenser le handicap qui est lié à cette maladie. Et ça, clairement, on a besoin, nous, d'échanges avec les personnes malades. On a besoin que ces personnes malades ou leurs aidants, leurs parents nous disent finalement où sont les difficultés et qu'on trouve ensemble des solutions pour pouvoir les aider. Et effectivement, quand on a un accompagnement comme ça qui est au long cours, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de confiance parce qu'on va on va se faire solliciter très régulièrement et on a besoin de co-construire ensemble les parcours. Si par contre, on est à une échelle, on va dire, un peu plus importante, européenne, internationale, là, ce qui va être compliqué, c'est la circulation de l'information avec des législations un peu différentes. Et ça peut poser des soucis d'harmonisation, de construction. Mais là encore, il y a eu quand même vraiment un changement dans la perception qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui sont atteintes de maladies rares et aux associations de personnes malades. Où on n'est plus du tout dans cette dimension on est le sachant et on en est là, et plus dans on co-construit et on travaille ensemble pour essayer de décrypter, de construire, d'identifier les besoins. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable. Il y a tellement de maladies rares, il y a tellement de sollicitations qu'effectivement, il faut être vraiment au plus proche des préoccupations des personnes, sinon on se perd. Mais l'accès aux données, oui, il faut la partager. Et après, il y a la difficulté quand on est dans des essais thérapeutiques, avec effectivement tous ces propriétés intellectuelles et ces difficultés. On parlait de MDA, donc c'est le document qui fait qu'on est dans la confidence, mais pas trop. Bon, ça, c'est pas simple.
Merci beaucoup. Monsieur Van der Minsbrugge, peut-être une ou deux questions pour vous. On a une réaction donc d'un quelqu'un qui suit ce forum et qui nous dit « Mais moi, j'ai peur de ne pas bénéficier des thérapies géniques de mon vivant ». Est-ce que là, vous pouvez nous dire, c'est quand même quelque chose qui évolue très vite. Et une deuxième question sur l'inclusion des patients, donc dans la conception des essais cliniques, en gros, comment fait-on? Donc, je vais bien répéter la première question. Oui, bien sûr, quelqu'un qui a peur de ne pas bénéficier des thérapies géniques parce qu'il se dit « je vais être mort avant de pouvoir en bénéficier ». Donc là, en termes voilà, d'évolution, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est quand même un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Et donc, j'espère qu'on puisse accélérer le développement de certaines approches thérapeutiques ou génétiques, pardon. Mais bien sûr, on ne peut qu'évoluer avec la rapidité de la science. Et la rapidité de la science, elle est énorme pour le moment. Et pour faire en sorte que les patients qui ont besoin de ces traitements, ça nécessite non seulement de pouvoir évoluer à la vitesse de la science, mais ça nécessite... Pardon? Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Mais ça nécessite aussi qu'il y a aussi des changements au niveau, je dirais, tout ce qui est autour de réglementation, etc. Donc, j'espère qu'on puisse évoluer aux vitesses de la science et que les systèmes qui accompagnent évoluent aussi à la même vitesse. Et avec le développement du vaccin contre Covid, on a quand même vu, et c'est un signe de grand espoir, que quand les différents partenaires se mettent ensemble et quand les différents partenaires sont d'accord sur l'urgence et l'opportunité qui se présente, on peut effectivement de façon énorme, de façon considérable, accélérer le développement. Donc, c'est un peu un espoir de ma part, mais c'est un espoir que je partage certainement aussi avec le patient. Et sur la deuxième question, veuillez bien répéter, s'il vous plaît. Effectivement, sur l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Comment est-ce qu'on peut participer à un essai? Je crois que ça nécessite une transparence complète. Quel type d'essais existe? Quel type d'essais sont disponibles non seulement en France, mais aussi en Europe, que ce soit des patients français, que ce soit des patients européens, et une transparence complète sur les différents essais cliniques qui sont en cours et pour lesquels ils sont potentiellement aptes et capables de participer. Et je crois que c'est une transparence sur laquelle on s'est inscrite, mais c'est une transparence qu'on doit aussi partager avec les associations patients qui puissent informer leurs membres aussi au mieux. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux peut-être encore une dernière, une réflexion sur tout ce qui est données. Je crois qu'il est très important d'inclure les associations patients au plus vite possible dans le développement de certains essais cliniques. Donc, parce que les patients sont vraiment les experts. Les patients savent mieux quel type d'éléments, quel type de critères faut-on évaluer, non seulement au niveau clinique, biomarqueurs, etc., mais aussi au niveau qualité de vie. Donc, il est vraiment clé et essentiel qu'on les inclue au plus vite possible dans le développement clinique d'une nouvelle molécule. Mais un autre élément, c'est l'importance des données vie réelles. Et surtout avec Covid, on a quand même vu l'importance des données vie réelles pour mieux comprendre la pandémie, mais aussi pour mieux comprendre l'impact des vaccins. Et je crois qu'en maladie rare, c'est exactement la même chose. Mais là, ça nécessite quand même une collaboration à travers les frontières. Et ça nécessite partager les données entre différents pays et entre différentes régions, parce que les maladies rares, par définition, elles sont rares. Et il est très important qu'on puisse collaborer à travers les frontières pour pouvoir comprendre au mieux l'évolution d'une certaine maladie, mais aussi l'impact de certaines nouvelles approches thérapeutiques. Et ça nécessite une collaboration à travers les différentes frontières et à travers différents pays.
Merci, merci beaucoup monsieur et merci à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle table ronde. Merci pour ces échanges. Je propose donc qu'on fasse une courte pause et qu'on se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour notre prochaine table ronde qui va être consacrée à l'innovation digitale. Et je vous rappelle les deux hashtags, hashtag Forum Patient Pfizer et hashtag Prix Patient Pfizer. Et donc on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous.